Dans la parentalité, le sujet des limites, les poser, les tenir est extrêmement présent et en même temps, c'est souvent un peu flou. Si poser une limite suffisait à ce qu'elle soit respectée, il y a longtemps qu'on n'en parlerait plus. Si tenir une limite était aussi simple, c'est-à-dire tenir bon, ça suffisait aussi à la faire respecter, là aussi le problème serait réglé depuis longtemps. Mais c'est pas le cas. Donc cette question des limites, elle revient encore et encore, notamment dans les accompagnements, parentaux que je peux faire. Donc j'ai eu envie dans cet épisode de revenir un peu plus en détail sur cette question des limites. Qu'est-ce que ça veut dire poser une limite? Qu'est-ce que ça veut dire la tenir? Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des chances qu'elle soit respectée? Donc on va justement essayer de comprendre ce qui se joue quand une limite n'est pas respectée et comment est-ce qu'on peut peut-être faire pour avoir un peu plus de chances qu'elle le soit. Bonjour et bienvenue dans Du côté des parents, un podcast qui, comme son nom l'indique, est résolument tourné vers les parents. Je suis Sandrine Donzel, thérapeute familiale conférencière spécialisée dans l'accompagnement parental depuis 2010. Ces années d'expérience m'ont permis de comprendre que les parents n'ont pas besoin de conseils parfaits, inapplicables dans un monde qui justement ne l'est pas parfait, mais plutôt de réponses qui tiennent compte de leur réalité sans leur laisser croire qu'ils commettent un potentiel désastre pour le développement de leur enfant à chaque instant. Si c'est ce genre de réponse que vous cherchez, alors bienvenue dans Du côté des parents, un podcast dans lequel je vous propose une approche concrète, pragmatique de la parentalité. Pas de recette miracle, mais des outils, des perspectives pour voir les choses autrement et affronter les défis parentaux du quotidien avec un peu plus de confiance et de sérénité. Si ça vous plaît, alors montez le son et zou, c'est parti pour un nouvel épisode de Du côté des parents. Alors, poser une limite, déjà, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Poser une limite, c'est vraiment quelque chose d'assez simple. Ça consiste d'abord et avant tout à l'exprimer. J'ai peut-être l'air d'enfoncer une porte ouverte, mais vous n'imaginez pas le nombre de situations où les gens n'ont tout simplement pas exprimé leurs besoins ou leurs limites et ils se désolent qu'elles ne soient pas respectées. Alors, je le redis, la télépathie n'existe pas, donc mieux vaut s'exprimer clairement si on veut avoir une chance d'être entendu. Bon, avec les enfants, c'est souvent un peu plus simple, on leur donne généralement des consignes, on leur dit ce qu'on attend d'eux, ce qu'on leur demande de faire ou d'arrêter de faire. On a souvent moins de réticence à le faire qu'avec des adultes, parce que ça nous paraît relever de notre travail éducatif de le faire. On a moins peur des conséquences si on exprime un besoin ou une limite. Avec d'autres adultes, on peut avoir un peu plus peur des conséquences relationnelles, de la réaction de l'autre et on va un peu plus hésiter. Donc, avec les enfants, généralement, on a exprimé, on a posé sa limite. Souvent, on va ajouter une explication pour donner du sens, dire pourquoi c'est important pour nous, et ça peut avoir son intérêt, j'y reviendrai après. Alors, bien sûr, il peut y avoir aussi en amont des questions importantes sur la légitimité de la limite. C'est ça qui va nous faire plus hésiter avec les enfants. De quel droit est-ce que je pose cette limite? De quel droit est-ce que j'impose à mon enfant de faire ceci plutôt que cela? Est-ce que c'est juste pour mon enfant? Mais ces questions-là de légitimité de limite ne sont pas l'objet de cet épisode-ci. Donc vraiment, poser une limite, c'est l'exprimer. Je la sors de moi, je l'exprime et je la pose et après, t'en fais ce que tu veux. Donc en général, c'est pas là que ça coince, c'est quand cette limite, certes, je l'ai exprimée, mais elle n'est pas respectée. Donc tout parent a fait déjà la très désagréable expérience d'avoir exprimé sa limite, son besoin, sa demande, et de constater qu'elle n'est pas respectée, que son enfant n'en a rien à faire, ce qui est assez agaçant et qui nous met dans une situation d'impuissance. Et c'est là que les choses se compliquent. Donc souvent, qu'est-ce qu'on va faire quand on parle de tenir une limite? Donc exprimer, tenir, quand on parle de tenir une limite, on imagine que ça veut dire il faut la répéter. Donc, ok, elle n'est pas respectée, je vais réitérer ma demande en montant un peu l'intensité, je sens l'agacement qui monte et je répète. Alors oui, tenir une limite, c'est aussi ça. Ça veut bien dire ne pas la changer, ne pas changer ma demande, même si l'enfant résiste, même s'il manifeste son désaccord.
ou que juste il donne l'impression qu'il s'en fout. Mais tenir une limite, ou en tout cas chercher à la faire respecter, ça ne se limite pas simplement à répéter. Si vous avez déjà répété 10 fois la même chose, quel miracle va s'opérer pour qu'à la 11e fois, l'enfant se décide comme ça d'un seul coup à faire ce que vous lui demandez? Alors, bien sûr, on peut espérer qu'à un moment donné, il ait pitié de nous, ces pauvres parents, et qu'il voit qu'on s'épuise et qu'on s'énerve. Mais je dois bien le dire, mon expérience ne peut que m'amener à constater que les enfants, ils ont pas tellement pitié de nous, et qu'ils ne cherchent pas tellement à nous épargner. Et mon expérience, en plus, me fait dire que souvent, c'est pas 10 ou 11 fois qu'on a répété les choses, mais 2 500 ou 30 000 fois, quand ça dure depuis déjà des mois ou des années et qu'on redit toujours la même chose. Donc, on exprime la limite, elle n'est pas respectée, on la redit, elle est toujours pas respectée, et à chaque fois qu'on la répète, on monte d'un cran dans l'agacement, dans la colère. Qui c'est qui m'a foutu un gosse pareil? On n'en peut plus, ça monte, ça monte. Donc, on a peut-être tenu la limite, mais si on se contente de la répéter sans que l'enfant s'exécute, elle n'est pas respectée. Alors, bien sûr, répéter, ça peut avoir du sens. Redire les choses, s'assurer que l'enfant a bien compris, réitérer, surtout avec des enfants petits, qui ont souvent besoin d'entendre quand même effectivement plusieurs fois les choses pour que ça s'ancre vraiment, ça vaut le coup de le faire. Mais si vous répétez encore et encore sans que les choses ne changent, c'est-à-dire sans que l'enfant ne passe à l'action, et que vous ne faites que répéter, vous ne pouvez que finir par vous énerver. Et la limite ne sera pas mieux respectée. Et en fait, celui qui va gagner dans cette espèce de jeu-là, c'est celui qui a le plus d'énergie et de temps devant lui, donc clairement, c'est votre enfant. Parce que vous en aurez marre avant lui de répéter et que vous aurez d'autres choses à faire alors que lui, pas. En fait, pour qu'une limite soit respectée, elle doit impliquer des conséquences. Si on fait que répéter une consigne sans qu'il y ait de conséquences prévisibles, c'est un peu comme dire « s'il te plaît, ça serait bien que tu changes, mais si tu changes pas, c'est pas très grave en réalité ». Donc, dans ce contexte, pourquoi diable est-ce que l'autre, l'enfant en l'occurrence, ferait ce qu'on lui demande? Pour nos beaux yeux, éventuellement, mais franchement, même si vos yeux sont effectivement très beaux, ça ne suffit pas. Pourquoi diable, je repose la question, l'enfant ferait-il ce qu'on lui demande de faire s'il n'a pas intérêt à le faire? Et c'est là où j'en viens à la question de la motivation. Pour que quelqu'un fasse quelque chose, il faut qu'il ait une motivation à le faire. Alors, j'entends ici motivation au sens vraiment très, très large, c'est-à-dire un intérêt, un bénéfice, quelque chose à y gagner ou quelque chose à perdre à ne pas faire ce qu'on lui demande. Au passage, les explications, donner du sens à la consigne qu'on donne, à la règle qu'on pose, ça peut vraiment faciliter le passage à l'action, surtout chez les plus jeunes. Ça fait partie du travail éducatif, ça les aide à comprendre le monde dans lequel ils évoluent. C'est vraiment, ça donne du sens, et quand il y a du sens, on va passer à l'action plus facilement. Là, je vous renvoie à mon épisode sur l'escalade de la coopération où j'ai parlé de ça. Mais comprendre pourquoi il faut faire les choses ne suffit absolument pas à se mettre en action. Là, je vous envoie à l'épisode précédent sur la motivation, comment ne pas saboter sa motivation. J'en parle là aussi. Donc, je le redis, si comprendre pourquoi il faut faire les choses suffisait à changer les comportements, ça ferait longtemps que plus personne ne fumerait, par exemple. On peut parfaitement comprendre, mais continuer comme avant. Et les enfants sont très très forts pour ça, surtout les plus jeunes. Donc là, je reviens sur ma notion de motivation. Changer, c'est une question de coût. Un comportement va changer quand le coût de ne pas changer est supérieur au coût de changer. Dit autrement, tant que ne pas faire reste supportable, j'ai des inconvénients, mais ça va,
Je n'ai aucune raison de me forcer à faire quelque chose qui va me demander encore un effort supplémentaire, un inconfort supplémentaire, qui va m'obliger à renoncer peut-être à quelque chose d'agréable, et qui va me demander donc un effort important. Très souvent en accompagnement, c'est une question que je pose aux parents qui me disent: «Mais mon enfant ne fait pas, ne respecte pas les consignes». Je leur dis: «Mais quel intérêt votre enfant aurait-il à faire ce que vous lui demandez?» La réponse que j'ai le plus souvent, c'est: «Bah, il se fait engueuler tout le temps, on s'énerve sur lui, ça doit quand même pas être très agréable, ça serait plus agréable pour lui s'il faisait et comme ça il s'éviterait des engueulades». Alors oui, intuitivement, on pourrait penser que se faire engueuler, c'est désagréable et ça devrait motiver l'enfant à chercher un moyen de l'éviter. Mais en réalité, ce que je constate, c'est que quand un enfant va globalement bien, qu'il est plutôt bien dans ses baskets, qu'il est sécurisé affectivement, c'est-à-dire qu'il sait, il a expérimenté que oui, ses parents peuvent le gronder, mais qu'au fond, il l'aime et que ça ne remet pas la relation en cause, bah, se faire engueuler, c'est pas si coûteux que ça. C'est pas super agréable, c'est un peu embêtant, mais franchement, c'est pas grave. Et donc, éviter une gronderie n'est pas une motivation extrêmement forte. Une gronderie n'est pas un coût très important à payer. Si ça l'était, si votre enfant souffrait du fait que vous le grondez, il y a longtemps il serait passé à l'action et qu'il aurait fait ce que vous lui demandez. C'est exactement la même chose avec les longs sermons, les longues morales pour l'enfant. Ça, on fait ça beaucoup avec nos ados. On leur explique pourquoi ils sont en train de foutre en l'air leur vie parce qu'ils font pas leurs devoirs ou parce qu'ils font pas ceci ou cela. En fait, c'est un peu pénible à écouter, mais c'est plutôt un inconvénient qu'un réel problème. Donc, blablabla, oui, oui, je t'entends. Et en fait, il attend juste que ça nous passe pour pouvoir passer à autre chose. Donc là aussi, éviter les râleries de ses parents n'est pas une très grosse motivation. Mais en fait, quand nous, parents, on fait la morale, quand on gronde, quand on s'énerve, quelque part, intuitivement, c'est qu'on a bien senti ça. C'est que pour que l'enfant passe à l'action, il va falloir qu'on augmente le coût pour lui de ne pas faire. Donc en grondant, en insistant, en faisant la morale, on espère lui injecter de la culpabilité, de la honte, peut-être de la peur. On fait ça sans s'en rendre compte forcément très consciemment et on espère que ces émotions désagréables qu'on va générer chez lui vont être suffisamment inconfortables pour qu'il se mette, en action. Mais en réalité, le fait de gronder, de menacer, de sermonner, ça peut fonctionner, mais ça peut avoir aussi des conséquences contre-productives. Et là aussi, c'est particulièrement vrai avec les enfants qui sont plutôt bien dans leur basket et qui ont confiance en eux. En fait, le risque, c'est que la culpabilisation, en tout cas l'insistance dans la culpabilisation, dans les menaces, vont faire basculer la relation dans un rapport de force. Et ce à quoi beaucoup d'enfants vont résister, ce n'est pas la consigne en elle-même, c'est le rapport de pouvoir. En fait, ils veulent faire les choses parce qu'ils ont décidé de les faire, pas parce qu'on les y oblige. Ils rejettent le contrôle. En fait, quand on sermonne, quand on gronde et même quand on punit, on croit augmenter le coût de ne pas faire, mais on ne se rend pas compte qu'on augmente aussi le coût de faire. Parce que quand j'ai été menacée, quand j'ai été un peu contraint, quand j'ai été culpabilisée, céder à la prise de pouvoir, c'est me retrouver dans une situation où je dois plier. Et c'est assez frustrant, c'est un peu humiliant, c'est dévalorisant. Et ces ressentis désagréables-là augmentent aussi le coût d'obéir. Et donc, plus l'enfant a confiance en lui, plus il a envie d'avoir du contrôle sur sa vie, donc c'est de plus en plus vrai quand il grandit aussi, plus céder au rapport de pouvoir va être désagréable pour lui et va l'empêcher de faire ce qu'on lui demande. Alors vous allez me dire, d'accord, donc la culpabilisation, la morale, le rapport de force n'augmente pas la motivation, n'augmente pas le fait de passer à l'action. Sur quoi est-ce que je peux m'appuyer? Donc comment est-ce qu'on sort du rapport de force pour mieux poser ses limites?
Dans un rapport de force, dans un rapport de pouvoir, l'idée c'est je veux absolument que tu fasses ce que je te demande. Et je ne suis pas prête à te laisser choisir une autre option. Si tu ne fais pas ce que je vais insister, je vais augmenter la pression que j'exerce sur toi jusqu'à ce que tu cèdes. L'inverse de ça, c'est une relation responsabilisante dans laquelle il y a des choix possibles. Ça ne veut pas dire tu fais ce que tu veux, avoir le choix, ça veut dire les options sont claires, le prix à payer pour chaque option est clairement formulé, et tu peux choisir celle que toi tu décides de choisir. Moi, adulte, je suis OK avec les deux options. Bien sûr qu'en tant qu'adulte, l'une des deux a ma préférence. Je la trouve certainement plus adaptée, plus sécurisante, plus pertinente, plus facile pour moi, mais je suis aussi à l'aise avec l'idée que tu fasses ce qu'on pourrait appeler le mauvais choix, ce qui me semble à moi le moins bon choix. Je vais vous donner un exemple très concret avec mes enfants quand ils étaient petits. Donc, un enfant en bas âge, 2 ans et demi à peu près, on est à côté de chez moi ici, dans une impasse qui est assez peu passante, il n'y a pas de danger immédiat, il n'y a pas de voiture qui roule sur la route, mais il y a une route et on marche sur un trottoir. On voit arriver les voitures de loin, mais il peut y avoir des voitures qui sortent des cours de maison. Donc j'explique à l'enfant que la route est dangereuse, que des voitures peuvent sortir des maisons et qu'on marche sur le trottoir. Donc là, j'ai posé la limite. Il n'y a pas de danger immédiat, donc je le laisse libre de choisir, parce que c'est possible, à ce moment-là, de le laisser libre de choisir. Et qu'est-ce qu'il fait ? Je lui ai expliqué, il retourne sur la route. Bon, à ce moment-là, je réitère la limite en posant 2 options. Soit tu marches sur le trottoir, soit tu vas dans la poussette. Et alors, je me souviens plus exactement comment je l'avais formulé, mais soit tu marches sur le trottoir, tu te sens moins libre, ça te demande un effort, mais tu peux marcher librement. Soit tu vas dans la poussette, c'est pénible, mais au moins tu es en sécurité. Qu'est-ce que tu choisis ? Je peux poser ce choix, déjà, parce que je suis prête à prendre le risque qu'il retourne sur la route, c'est-à-dire qu'il n'obéisse pas. J'y reviendrai après. Si je ne suis pas prête à prendre ce risque-là, la seule option, c'est je le prends, je le mets dans la poussette. Alors c'est possible avec un enfant petit, avec des plus grands, c'est un peu plus compliqué, c'est pour ça que plus ils grandissent, plus on a besoin de comprendre ce que c'est qu'une approche responsabilisante des limites. Donc évidemment, je lui pose ce choix, évidemment, qu'est-ce qu'il fait ? Il retourne sur la route, c'est-à-dire il ne m'obéit pas. Mais je suis prête à cette éventualité. Je m'étais préparée, je m'attendais presque à ce qu'il ne fasse pas le choix que je préférais. Mais comme je lui ai laissé la possibilité de choisir, le responsable, ça n'est pas lui. C'est moi qui lui ai laissé la possibilité de retourner sur la route. Je ne peux pas lui en vouloir de ça, c'est moi qui l'ai mis dans cette situation. Et comprendre cette inversion des responsabilités, c'est ça qui me permet de réagir sans m'énerver. Donc je peux dire « Ok, du coup je vois que tu as choisi d'aller dans la poussette, je l'installe dans la poussette. » Et bien sûr qu'à ce moment-là, il est frustré, bien sûr qu'il hurle, évidemment qu'il aurait préféré 1000 fois continuer à courir librement là où il voulait. Je peux parfaitement le comprendre et je peux accueillir cette frustration parce que je ne suis pas dans le rapport de pouvoir et je peux lui dire « Oui, je comprends, c'est très frustrant pour toi, t'aurais 1000 fois préféré continuer à marcher. Mais moi, je ne peux pas te laisser continuer à aller sur la route, c'est trop dangereux. Tu pourras réessayer de marcher sur le trottoir une autre fois et simplement attendre que ça passe. » Si je peux rester calme à ce moment-là, c'est bien parce que je me suis préparée à l'option où il ne fait pas le bon choix. Et c'est ça qui me permet de ne pas tomber dans le rapport de force. C'est l'absence, la réduction au strict minimum de cet enjeu de pouvoir qui permet à l'adulte de rester posé et de ne pas prendre contre lui le fait que l'enfant ne respecte pas la limite.
Si l'enfant ne suit pas ma demande, c'est pas une défaite personnelle, c'est pas une remise en question de mon autorité, ça n'est pas un aveu d'impuissance. Il a fait un choix autonome avec des conséquences logiques et je peux simplement passer à la suite sans m'énerver. Alors évidemment, c'est plus simple à dire qu'à faire, mais si vous vous énervez souvent quand notamment vous vous sentez dans l'impuissance, parce que l'enfant ne respecte pas, cette notion de choix peut vous redonner une petite marge de liberté suffisante pour faire un peu baisser votre colère. Et je vous invite pardon, en complément à aller lire mon article sur la différence entre menacer et poser une limite, qui vous donnera plein d'éclairages complémentaires à ce que je dis dans cet épisode. Et j'y parle notamment de mon fameux plan B. Alors, ça m'amène aussi à un point très important. Pour qu'une limite ait une chance d'être respectée, ça veut dire qu'il y a des conséquences au fait de ne pas la respecter, qu'il y a un prix à payer. Et ça suppose que si ce prix dépend de moi, je suis prêt à tenir ce prix, à tenir ses conséquences, à tenir les conséquences du choix de l'enfant. Donc ça, c'est un point que j'ai beaucoup développé dans mes 2 épisodes sur la responsabilisation. J'y parlais surtout des ados, mais la dynamique, la mécanique est la même. Pour illustrer ça d'une autre manière, je vais reprendre une métaphore que j'avais développée justement dans l'article sur la différence entre la menace et les limites. Poser une limite dans une approche responsabilisante, c'est un peu comme donner à votre enfant un plan de la ville. Vous ne lui imposez pas un itinéraire précis, vous lui donnez rendez-vous au point B et vous ne lui dites pas « tu dois passer par là et tu n'as pas le choix ». Vous lui donnez des informations sur les itinéraires possibles. Vous lui indiquez que certaines rues, peut-être son itinéraire préféré, le plus court, le moins fatigant, celui qui permet de passer devant sa boulangerie préférée, certaines rues sont bloquées pour des travaux. S'il passe par ces rues-là, il va devoir escalader les palissades installées pour les travaux. Il va peut-être devoir passer par des endroits boueux, dangereux, qui vont lui demander de l'énergie, il va arriver tout crotté. Ça risque d'être fatigant, mais ça lui permet peut-être de passer à des endroits qu'il aime bien. Il y a d'autres itinéraires possibles, mais ils sont peut-être moins agréables pour lui, il y a moins de jolies vues, il y a peut-être des gens pas sympas sur le chemin. Mais du coup, ils vont peut-être lui demander, lui permettre d'arriver, voilà, moins fatigué, moins sale. Mais on laisse l'enfant choisir son parcours avec les avantages et les inconvénients associés. C'est cette liberté de choisir le chemin qui fait toute la différence entre la menace et la limite, entre le rapport de pouvoir et la responsabilisation. Ça me fait penser à cette magnifique citation de Janusz Korczak. Si vous ne le connaissez pas, intéressez-vous à ce qu'il a écrit parce qu'il a de très belles choses sur la relation aux enfants. Donc Janusz Korczak, il disait « L'enfant est comme un étranger dans une ville inconnue dont il ne connaît ni la langue, ni les coutumes, ni la direction des rues. Souvent, il préfère se débrouiller seul, mais si c'est trop compliqué, il demande conseil. Il a alors besoin d'un informateur poli. » Donc l'informateur poli, c'est ce que vous faites quand vous lui indiquez une limite en lui donnant le choix. Alors attention, si j'exprime une limite et que j'énonce les conséquences, le coût à payer pour prendre tel chemin plutôt que tel autre, que je laisse le choix, mais que derrière, je rattrape, je compense, j'arrondis les angles, j'interviens, je fais à la place pour éviter ou réduire l'inconfort, le coût de la voie qui a été choisie par l'enfant, alors ma limite n'a à peu près aucune chance d'être respectée. L'exemple le plus parlant que je prends souvent, le linge. Vous demandez à des adolescents de faire leur propre lessive. Ils en sont parfaitement capables, mais si quand vous voyez le panier de linge sale, vous vous dites « aïe aïe aïe, ils vont se retrouver sans vêtements propres » et que vous faites la lessive à leur place, il n'y a aucune raison que eux, ils se mobilisent après et que la fois d'après, ils pensent à faire leur lessive. Et c'est là que nous, en tant que parents, on a un choix à faire. On peut choisir de compenser, mais on sait que le prix à payer pour compenser, c'est qu'on doit arrêter de leur reprocher de ne pas se mobiliser, parce que c'est notre intervention qui les déresponsabilise. On peut aussi choisir de les laisser affronter les conséquences, c'est-à-dire de ne pas compenser,
Et le prix à payer pour cette voie-là, c'est qu'on va devoir affronter la peur que ces conséquences soient désagréables pour eux, problématiques pour eux. Il n'y a pas une option qui est mieux que l'autre. C'est à chaque parent de décider des conséquences qu'il choisit de vivre. Et pour pouvoir choisir, il vaut mieux le faire, évidemment, en connaissance de cause, en faisant un choix assumé. Alors, plus globalement, comme je l'expliquais dans l'épisode sur la responsabilisation, en ce qui concerne les enfants en tout cas, plus les conséquences sont logiques, naturelles, moins elles sont un peu ajoutées de l'extérieur, c'est-à-dire c'est pas moi qui rajoute un inconvénient, ça se fait tout seul, comme là le linge, il est sale et le matin je dois aller à l'école et au collège et mon pull est sale, c'est une conséquence assez naturelle. Plus ces conséquences sont naturelles, plus elles sont généralement efficaces et plus c'est facile de responsabiliser. Mais parfois il y a besoin de rajouter des conséquences un peu plus externes qui peuvent s'apparenter à ce qu'on appelle des punitions, des conséquences ajoutées de l'extérieur, plus ou moins directes. Des privations de certaines choses, je suis moins disponible pour t'amener à tes activités parce que je dois faire ta lessive, par exemple. Privation d'écran ou que sais-je encore. Alors, ça a plus de chances de fonctionner, ces conséquences externes, avec des enfants au-delà de 6, 7, 8 ans, ce qu'on appelle l'âge de raison, parce qu'ils ont une bien meilleure capacité à se projeter dans l'avenir, à comprendre les liens indirects. Avec les enfants de moins de 6 ans, c'est souvent moins efficace, et alors moins de 3 ans, ça ne marche pas vraiment. Bref. Dans tous les cas, même si on fait le choix d'avoir recours à des conséquences à ajouter un peu artificiellement, plus on va pouvoir annoncer ces conséquences tranquillement, sans colère, sans reproche et sans chercher le rapport de pouvoir, plus on augmente la possibilité que l'enfant fasse un choix responsable parce qu'on évite les freins que j'ai déjà mentionnés qui sont liés au rejet du rapport de pouvoir. Dernier point très important, pour qu'une limite soit bien respectée, bien ancrée à l'avenir, il vaut mieux laisser l'enfant se tromper. Pour qu'un enfant apprenne, il a besoin d'expérimenter les inconvénients. C'est en expérimentant les conséquences désagréables de ses choix qu'on peut, la fois suivante, faire un choix différent en se disant « Ouais, là, non, c'était pas ouf les conséquences, donc je vais peut-être passer par ailleurs, si je reprends ma métaphore du plan. » Se tromper, c'est le moyen le plus efficace d'ancrer un apprentissage. Tant qu'on ne se trompe pas, on n'apprend pas. Souvent, l'enfant va se plaindre, quand il va expérimenter les conséquences désagréables du choix, il va se plaindre, comme mon enfant qui hurle dans sa poussette. Et là, en tant que parent, on peut être tenté d'insister pour lui faire bien prendre conscience que tout ça, c'est de sa faute et qu'il n'avait qu'à mieux choisir. On a l'impression que comme ça, on va bien lui enfoncer dans le crâne quel est le bon choix. Mais en fait, quand j'insiste pour faire reconnaître à mon enfant qu'il n'a pas fait le bon choix, que je moralise, que je fais des sermons du type « Ah tu vois, je te l'avais bien dit, la prochaine fois, t'écouteras ce que je te dis, gna 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 », je crois ancrer l'apprentissage. En réalité, je risque surtout de provoquer de la résistance, parce que cette résistance va détourner l'enfant de la responsabilisation. Il va utiliser ses ressources psychiques pour lutter contre la prise de pouvoir, le sentiment de dévalorisation dont j'ai déjà parlé, plutôt que de réfléchir à ce qu'il pourrait faire différemment la prochaine fois. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais faire la morale, je dis simplement que parfois, il faut savoir arrêter de la faire. J'espère que cet épisode vous a été utile. Si je devais résumer, je dirais que les points importants quand même, ce sont les suivants. Pour qu'un enfant ou un adulte d'ailleurs respecte une limite, il doit avoir une motivation à le faire, c'est-à-dire que les inconvénients de faire doivent être inférieurs aux inconvénients de ne pas faire. Ou à l'inverse, il faut que le coût de ne pas faire soit supérieur au coût de faire. Point important, dont je n'ai pas parlé avant.
Ne cherchez pas à convaincre votre enfant qu'il n'y a aucun coût à passer à l'action. Ne lui présentez pas l'option que vous souhaitez qu'il choisisse comme étant la voie merveilleuse où il n'y a pas de problème. Il y a toujours un coût, sinon il serait déjà passé à l'action depuis belle lurette, et il va surtout essayer de vous contredire. Donc, toutes les options ont un coût. Pour que ce soit le plus efficace possible, c'est-à-dire que votre limite ait le plus de chances d'être respectée, c'est aussi important de ne pas confondre menacer, qui traduit un rapport de pouvoir, et annoncer des conséquences qui s'inscrit dans une démarche responsabilisante. La différence n'est pas forcément dans les conséquences annoncées, mais bien dans la posture, dans ma posture à moi, c'est-à-dire dans le choix que je laisse à l'enfant. Est-ce qu'il peut choisir une mauvaise voie sans que moi, ça me mette en colère et sans que je veuille absolument lui faire prendre conscience qu'il est en train de se tromper. Et là, point très essentiel, si vous n'êtes pas prêt à tenir les conséquences d'une voie jusqu'au bout, à laisser l'enfant vivre les conséquences de la voie jusqu'au bout, alors vous ne pouvez pas tenir une limite. Voilà, j'espère avoir été claire. N'hésitez pas à me faire part de vos questions et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Du côté des parents. S'il vous a plu, vous pouvez faire plusieurs choses. D'abord, évidemment, vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et même vous abonner à ma newsletter pour avoir des infos sur mes interventions, conférences et autres. Le lien est dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça contribue évidemment à faire connaître le podcast à d'autres personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi, si vous en avez les moyens, me faire un don parce que ces dons me permettent de libérer du temps pour produire plus de contenu gratuit et accessible à tous comme ce podcast ou les articles sur mon blog. Pour faire les dons, vous trouverez là aussi un lien dans les notes de l'épisode. Et pour finir, très important, si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez m'entendre aborder dans ce podcast, n'hésitez pas à m'en faire part et à me joindre sur les réseaux sociaux ou par email à l'adresse sandrine@sco2mc.fr. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.